introduire la soirée avec quelques mots en euskara et Erwan se chargera de la partie en français. Beraz, mil esker gaualdi honetara etortzeagatik, iparraldeko hirien bilan ekologikoa aurkeztuko dizuegu. Beraz, bi urratsetan iraganen da, lehenik bururatzen den kargualdiaren bilana eginen dugu, eta bigarrenik aztertuko dugu jokoan izanen dena datorren kargualdian. Erronka klimatikoari nola buru egin, hiri eta elkargo hauteskunde aintzineko 6 hilabeteetan nola mobilizatzen ahalko gira herritarra gisaz. Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette soirée de présentation du bilan écologique des communes du Pays Basque Nord. Donc en 2 mots, la soirée va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, dans une première partie, on va tirer le bilan, présenter le bilan du mandat qui s'achève et qui a commencé en 2020, donc les grands enseignements du travail qui a été réalisé cette année. Et dans une seconde partie, on posera la question des enjeux évidemment qui arrivent pour le prochain mandat à partir de 2026. Comment être à la hauteur du défi climatique, comment se mobiliser aussi en tant que citoyennes et citoyens durant les 6 mois qui mènent à ces élections municipales puis communautaires. Beraz, islariak aurkeztuko ditugu. Orduan badugu Antoni, permanentea da bizin, hitz kanpainan da 2008tik goiti eta txostenen sorkuntzan parte hartu du. Gero Lora Martegut, bera ere hitz kanpainan lan egiten du, eta herrien ebaluaketan parte hartu du eta hiriburun inplikatu da. Eraldaketa ekologikoaren intuna plantan ezartzeko bultzatu baitu. Eta azkenik Han Brango, Rezoakzio Klimaren programaren zuzendaria, sare horrek aditu lan bat eta buruzagiekin defentsa mintzaldi lan egiten du Frantziako mailan. Bizi elkartea sare honetan kidea da eta lurraldeko alternatiboak kanpainan sartzen da gaur aurkezten dizuegun lana. Donc avec nous ce soir pour présenter et commenter le bilan du mandat, Anthony Lubrano, donc tu es permanent de BICI. Tu as été depuis 2020 au cœur de cette campagne Hitz menée par BICI et tu as participé à l'élaboration des différents rapports au cours du mandat. Laura Martegut, donc juste à côté d'Anthony, donc tu es également impliqué dans la campagne Hitz. Notamment, tu as participé à l'évaluation des communes là pour ce rapport de bilan du mandat. Et tu t'es aussi impliqué ces dernières années au niveau de ta commune, à Saint-Pierre-d'Irube, pour pousser à la mise en œuvre du pacte de métamorphose écologique. Et justement, tu nous en parleras. Et puis enfin, Anne Bringo, directrice des programmes au réseau Action Climat, qu'on remercie d'être venue jusqu'au Pays Basque ce soir. Donc, le réseau Action Climat, qui est un réseau hexagonal qui réalise un travail à la fois d'expertise et de plaidoyer auprès des dirigeants français, et ici d'une association locale membre du réseau Action Climat. Donc le travail qu'on présente ce soir aussi s'inscrit dans une campagne plus large qui s'appelle Alternative territoriale, dans laquelle un certain nombre de groupes un peu partout en France travaillent sur le suivi des politiques locales. Beraz, galderak pausatzen alko dituzue. Beraz, mahai inguruaren denbora osoan, zuen galderak idazten alko dituzue paperetan eta laguntzaile batzuek ekarriko dituzte mahaiera. Sailkatuko ditugu ahalik eta gehienei erantzuteko. Edozein momentuan aski duzue besoa altxatzea eta laguntzaile batek ikusi arte. Donc, avant de commencer, une petite information pratique pour la prise des questions tout au long de la table ronde. Vous pourrez écrire tout au long de la table ronde vos questions sur des petits papiers. Donc il y a 2 bénévoles qui sont au fond de la salle pour l'instant et qui vous apporteront les petits papiers pour noter les questions et qui nous les amèneront tout au long de la table ronde ici. Comme ça, on pourra les regarder, les trier, les regrouper aussi, pour essayer d'être le plus efficace possible, parce que vu la diversité des sujets et des informations qu'on va brasser, on va essayer de faire en sorte de pouvoir couvrir un peu au mieux les différents sujets. Donc n'hésitez pas à lever la main et à garder la main levée le temps que les personnes vous amènent les petits papiers pour pouvoir poser les questions
pendant cette table ronde, et puis on les regroupera à 2 moments de la présentation. Et maintenant qu'on a fait cette petite introduction, je vais du coup laisser la parole à Anthony pour commencer, pour nous expliquer un peu le bilan de ce mandat, où on en est, et quels sont les résultats du travail qui a été réalisé. Gawandeneri. Canicule et prolifération d'algues toxiques cet été. Inondations l'automne dernier. Le dérèglement climatique s'aggrave et ses conséquences nous impactent de plus en plus au Pays Basque Nord. En raison de la hausse mondiale des émissions de gaz à effet de serre, dans l'atmosphère, la fréquence et l'intensité des événements météorologiques extrêmes continuent d'augmenter. Seule une importante et rapide réduction des émissions limitera les menaces qui pèsent sur la santé humaine et l'habitabilité de nos territoires. Alors que les décisions des collectivités sont liées à 50% des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi à l'échelle locale que se situent la plupart des solutions. C'est pourquoi au Pays Basque Nord, une mobilisation citoyenne composée de sentinelles écologiques incite les collectivités à s'élever à la hauteur des enjeux. BICI a proposé un pacte de métamorphose écologique du territoire lors des municipales en 2020. Ce pacte comprend des actions dans 7 thématiques structurantes: les alternatives à la voiture individuelle, la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments, un territoire 100% énergie renouvelable, une agriculture et une alimentation bio et locale, le développement de l'économie locale avec les HUSCO, la réduction des déchets et la mise en œuvre du plan climat. Les élus signataires de ce pacte ont pris l'engagement de réaliser l'ensemble de ces actions au niveau communal et communautaire. 46 listes signataires du pacte ont été élues. Les communes signataires sont urbaines, périurbaines, rurales, de toute taille et tendance politique, situées dans les 3 provinces du Pays Basque Nord sur 9 pôles territoriaux. Le comité ITSEIT suit aussi les actions entreprises par les 10 communes non signataires de plus de 2000 habitants, car la métamorphose du Pays Basque Nord ne se fera pas sans elle. Ce comité mène donc une veille citoyenne sur 56 communes totalisant près de 87% de la population de la communauté d'agglomération, et l'agglomération est aussi engagée dans la démarche à travers ses élus signataires. Avant ce bilan de fin de mandat, le comité ITSEIT a déjà publié 2 rapports en 2021 et 2023, établissant le plus objectivement possible l'état d'avancement de la métamorphose écologique. Il a régulièrement communiqué grâce à la publication bilingue de 7 gazettes. 2 cycles de 7 formations ont été proposés aux élus et agents sur les thématiques du pacte. Sur les thématiques du pacte. J'ai mal placé ma voix, pardon. Ouais. Et pour relancer un peu sur les différentes questions, là peut-être, donc vous avez, je profite pour le dire dès maintenant, vous avez donc la synthèse des résultats que vous aviez sur les chaises, donc vous pouvez suivre aussi un peu l'avancement des éléments qui sont présentés avec. Peut-être avant de venir aux grands enseignements et résultats, dire un mot aussi de la méthodologie, parce que forcément c'est une des questions qui vient en premier à l'esprit, comment on évalue, qu'est-ce qu'on compte et sur quoi ça se base. Du coup Anthony, si je peux te laisser en dire un mot. Ouais, quelques mots sur la méthodo. Donc la préparation du rapport s'est déroulée selon le calendrier suivant. Donc le 30 janvier, on a envoyé les fiches à remplir aux communes avec plusieurs relances. Le 7 mars, c'était la première date limite pour compléter les fiches en vue d'une préévaluation. Le 24 avril, donc, on envoie de la préévaluation pour les communes qui avaient répondu avant la première deadline. Et donc ces communes ont bénéficié d'un délai de 17 jours pour apporter des précisions, des compléments qui ont été pris en compte pour une évaluation définitive. Le 25 avril, c'est la deuxième date limite pour compléter les fiches en vue de l'évaluation de toutes les communes qui n'avaient pas répondu avant la première date limite du 7 mars. 4 juillet, envoi de l'évaluation définitive pour vérification factuelle par les communes avec un délai de 6 jours, sans possibilité d'apporter de nouveaux éléments, juste pour s'il y avait des corrections, des erreurs ou des coquilles. De juillet à septembre, analyse et réparation du rapport à partir de l'ensemble des résultats des communes. L'évaluation a été réalisée selon un guide d'évaluation qui a été transmis aux communes. Afin de s'efforcer de traiter équitablement les communes, les sentinelles se sont réparties par binôme
pour évaluer l'ensemble d'une thématique du pacte pour toutes les communes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui a évalué une commune en entier, c'est un binôme de sentinelles qui a évalué l'agriculture-alimentation, par exemple, pour toutes les communes, et après un autre binôme pour la thématique des bâtiments, et ainsi de suite. Donc ça fait une quinzaine de personnes qui ont évalué, du coup, l'ensemble des communes. Ces appréciations étaient accompagnées par un guide écrit et ont fait l'objet d'une harmonisation. Chaque action s'est vue attribuer un score qui reprend les étapes de transformation des insectes pour illustrer le niveau de métamorphose des communes atteintes. Donc -1 en cas de régression, donc ça c'est dans le cas de violation de la loi ou d'actions qui vont à l'opposé des engagements du pacte. 0, c'est le stade de l'inaction ou de rien de substantiel qui n'a été accompli. 1 pour l'œuf, c'est un début d'action substantielle a été entamé. 2 pour la chenille, entre 25 et 50% de l'action a été mise en œuvre. 3 pour la chrysalide, 50 à 75% de l'action a été mise en œuvre. Et 4, le papillon, plus de 75% de l'action a été mise en œuvre. Donc les stades de métamorphose écologique attribués n'ont pas la prétention d'être une mesure scientifique de la situation de l'écosystème communal et intercommunal du Pays Basque Nord. Pour autant, cette photographie est suffisamment réaliste pour servir de signal d'alerte pertinent. De plus, pour chaque thématique, l'évaluation d'au moins une action s'appuie sur des indicateurs chiffrés. Merci. Et donc, la question que tout le monde attend, et vous avez déjà pu regarder un petit peu, j'imagine que vous êtes empressé de regarder, du coup, quels sont les principaux enseignements, les principaux résultats là qui se dégagent pour ce bilan du mandat? Donc, je te laisse présenter les grandes tendances. Donc, pour les 46 communes qui ont répondu dans les délais, le score moyen de métamorphose atteint 0,9. Donc on se rapproche du stade 1 qui marque un début d'action. Depuis 2021, ce score n'a progressé que de 0,4. Donc c'est une avancée modeste des actions. Donc très loin des engagements pris en 2020 de mettre en œuvre l'intégralité du pacte. Aucune commune du territoire n'atteint les stades 3 ou 4 de métamorphose. La commune la plus avancée s'est hissée au stade 2. On a 15 communes qui ont atteint le stade 1 contre 2 en 2021. Et 40 communes qui demeurent au stade 0, celui de l'inaction. Les réponses des communes donnent à voir une multitude d'initiatives animées de bonnes intentions, mais souvent coup par coup. Il manque généralement une analyse globale, une planification, une approche transversale pour s'attaquer de manière méthodique et efficace à l'immense chantier de la métamorphose. Le rythme de mise en œuvre, comme la portée des mesures, demeure beaucoup trop limité et en décalage avec l'ampleur de l'urgence écologique, ainsi qu'avec les engagements pris devant les électrices et les électeurs. Même avec des moyens limités, c'est avant tout le volontarisme politique qui reste la première condition de l'engagement dans la métamorphose écologique. Ainsi, les 2 communes les plus avancées sont des villages, Saint-Étienne-de-Bagory et Saint-Jean-Pied-de-Port. À l'inverse, des villes comme Cambo-les-Bains ou Mouguer, dotées de moyens financiers et humains supérieurs, et toutes 2 signataires du pacte ont fait preuve d'un immobilisme regrettable. Sur ces paroles. Et peut-être avant de passer la parole à Laura, une dernière question aussi sur le niveau de transparence et donc le niveau de réponse et la qualité des réponses qu'ont fournies les communes. C'est donc la partie transparence du rapport. Qu'est-ce que ça donne pour ce bilan du mandat ? Alors, on progresse au niveau de la transparence. Donc, les réponses des communes ont été plus nombreuses et complètes en cette fin de mandat. On a 46 communes qui ont transmis leurs réponses, dont 5 communes non signataires, Anglette, Arbonne, Bassus-Sari, Boucau et Saint-Jean-de-Luz. Donc, c'est une progression de 11 municipalités qui ont répondu par rapport à 2021 et 7 par rapport au rapport de 2023. Plus de 89% des communes signataires ont répondu pour cette évaluation. Pour la première fois, on a les 15 villes, donc c'est-à-dire les communes de plus de 5000 habitants, qui ont toutes transmis leurs réponses. En revanche, parmi les bourgs, c'est-à-dire les communes entre 2000 et 5000 habitants, 6 n'ont pas répondu: Aetz, Briscousse, Espelette, La Ressort, Hurte, et enfin Arcang, qui est la seule commune de plus de 3500 habitants à ne pas avoir communiqué les informations publiques d'intérêt général que nous avons demandées. Et devant ce refus de publication de données, BICI a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, qui n'a pas encore rendu son avis. Parce qu'en tant que citoyenne et citoyen, en fait, on peut demander des documents administratifs, des données qui normalement devraient être publiées. Et c'est un droit qui existe depuis les années 70, qui n'est pas suffisamment exercé et pas suffisamment notamment mis en œuvre par les administrations.
Merci. On s'en tient là pour les grands enseignements pour l'instant, en sachant qu'on reviendra dessus aussi en fonction des différentes questions que vous pouvez demander à tout moment. J'en profite pour glisser ce petit rappel. Et du coup, Laura, toi, tu as évalué en particulier, si je ne me trompe pas, la thématique justement des mobilités. Tu fais donc en binôme avec une deuxième personne qui est aussi dans la salle, qu'on remercie aussi. Et du coup, c'était l'occasion de mettre un coup de projecteur sur ce thème des mobilités, parce que là, ce qui ressort du bilan, c'est que c'est ce qui est le plus problématique parmi les 7 thèmes qui étaient dans le pacte de métamorphose. Oui, tout à fait. On a choisi ce soir de vous présenter les transports, car c'est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre du territoire. Et c'est aussi le seul secteur où les émissions n'ont pas baissé, alors que c'est celui où les réductions les plus importantes sont visées par le plan climat et pour lequel les communes sont le plus en retard. Non seulement la trajectoire ne suit pas du tout les objectifs 2030, mais elle ne suit même pas le scénario tendanciel. Le scénario tendanciel, c'est celui de l'évolution prévisible d'une situation en l'absence de toute nouvelle action volontaire. On est dans une orientation pire que le statu quo. En fait, les communes n'ont pas été inactives, elles ont continué à agir dans la mauvaise direction pour favoriser la voiture individuelle. Alors plus concrètement, ce qu'on a pu observer, c'est que le nombre de voyages en transport en commun a, c'est vrai, connu une accélération positive grâce au développement et au maillage de l'offre du réseau Chic-Chac ainsi qu'au covoiturage. Plus timidement, la pratique du vélo a également augmenté. Mais malgré ça, au lieu de baisser fortement, l'usage de la voiture explose. Or, on sait que la pratique des mobilités, elle est directement liée aux aménagements sur le territoire. Et avec 21 € par an et par habitant, le territoire, il est très loin du budget d'investissement minimal de 30 € recommandé pour un développement de la pratique du vélo et pour rattraper le retard pris par le territoire. Un autre exemple, c'est Cambo. C'est la seule ville sans aucun aménagement cyclable sécurisé, à savoir aucune piste cyclable, pas de voie verte. De manière plus générale, les communes n'ont pas tenu l'engagement d'aménager en priorisant marche, vélo, transport en commun, et une très grande part de la voirie reste livrée à la voiture. Les communes violent aussi très souvent la loi et l'article L228.2 du Code de l'environnement, qui est assez vieux, qui prévoit la mise en place d'aménagements cyclables lors de la rénovation de voies. Et sont concernés en 2023-2024 les villes d'Anglet, Bayonne, Cambo, Cibourg, Hendaye, Mougères, Saint-Jean-de-Luz et Saint-Pierre-d'Irube. Pourtant, les collectivités où les mobilités ont réussi à évoluer sont celles qui ont à la fois réduit la place de la voiture, tant en circulation et en stationnement, et augmenté la place des mobilités alternatives. Et ça rejoint directement ce que dit la stratégie de développement des mobilités propres, qui décline la stratégie nationale bas carbone pour les mobilités, à savoir que le développement de l'offre d'alternatives doit s'accompagner également d'une réduction de l'usage de la voiture individuelle, avec des mesures de désincitation, notamment du monovoiturage. Cela peut se faire par exemple dans le cadre de politiques de stationnement, d'affectation de la voirie ou encore de limitation des déplacements par le télétravail ou le covoiturage. Pour cela, il peut s'avérer nécessaire de redéployer certains espaces actuellement dédiés à l'automobile pour développer de nouvelles offres. Une partie de l'espace public dévolu au stationnement et à la circulation peut être alors réservée aux mobilités alternatives. Alors, pour l'avenir, les plans locaux d'urbanisme infracommunautaire sont en cours d'élaboration et ils seront un test pour voir si les élus sont tournés vers un avenir plus glorieux ou s'ils regardent encore dans le rétroviseur et la dépendance à la voiture individuelle. Merci. Et du coup, là, c'était un des 7 thèmes. Donc, chacun des 7 thèmes fait l'objet de quelques paragraphes dans la synthèse et d'un chapitre beaucoup plus étoffé dans le rapport complet. Et justement, est-ce que peut-être, on ne va pas détailler les 7 thèmes là tout de suite, même si on aurait envie, mais ce serait plutôt une semaine de séminaire qu'une soirée de présentation. Peut-être tu peux nous dire un mot justement des différents supports aussi que les gens peuvent découvrir et qui sont notamment là au stand à la fin pour s'y repérer parmi les différents supports proposés par BICI. Alors du coup, les résultats, vous pourrez les retrouver de manière très complète dans le rapport complet qui fait 200 pages et qui sera mis en ligne en version PDF. Il contient l'intégralité des informations. Donc il y a l'analyse détaillée thème par thème, il y a les 56 fiches communales et toute la méthodologie et les tableaux de notation en annexe.
Plus court, il y a la synthèse de 16 pages qui sera disponible en ligne et en version papier, où on peut trouver les résultats les plus importants. Donc c'est celle que vous avez sur vos chaises, je crois en français, et il y en a aussi en euskara au stand si vous préférez la version en langue basque. Ensuite, il y a un petit dépliant qui sera tiré à 20 000 exemplaires pour une diffusion massive auprès du grand public. Et là, il y aura les chiffres et résultats clés qui permettent ensuite de voir si on veut aller un peu plus loin. Et ensuite, il y a le site web suivipact2020.bcmugi.eu qui, lui, présente tous les supports. Et il y a en plus des graphiques et des outils interactifs pour visualiser les résultats de sa commune. Top, merci. Et peut-être aussi pour dire que on a imprimé les fiches communales à l'unité. Donc si vous voulez, parce que ce n'est pas dans la synthèse, on n'a pas mis les 56, mais si vous voulez prendre la fiche de votre commune, vous pouvez à la fin de la table ronde aller au stand et puis repartir avec la fiche détaillée, qui est aussi dans le rapport complet. Mais là, du coup, vous pouvez la prendre sans les 200 pages qui vont autour, si vous voulez déjà cette version. Et Laura, on voulait aussi te proposer de témoigner en tant que bénévole, justement, qui t'est impliqué non seulement sur l'évaluation du bilan de manière un peu globale sur l'ensemble des communes, mais aussi, toi, tu as fait le travail depuis plusieurs années au niveau de ta commune à Saint-Pierre-d'Irube, aussi pour pousser l'équipe municipale à agir et à mettre en place le pacte de métamorphose écologique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce travail-là un peu de terrain au plus proche? Et qu'est-ce que ça a donné ces quelques années de travail avec Saint-Pierre-d'Irube? Oui. Donc moi, j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants qui ont 11 ans et 9 ans. Et j'habite Saint-Pierre depuis 2015. Et en 2020, je n'ai pas de passé militant, je vote à chaque élection. Je participe aux marches pour le climat et j'essaie au quotidien d'avoir un mode de vie en tout cas de modifier mon mode de vie pour qu'il soit le plus respectueux possible de l'environnement. Mais j'ai un fort sentiment de colère et d'impuissance qui gronde de jour en jour devant la dégradation du monde, tant sur le plan social qu'environnemental. Et lors de la campagne des municipales, je découvre le comité Itzaït et le pacte qu'il propose aux futurs élus. Et je me dis que, en tout cas, ça m'apparaît à ce moment-là comme un moyen concret et intéressant d'investir ma citoyenneté sur le terrain, dans la ville que j'habite au quotidien. Alors, je deviens sentinelle écologique pour Saint-Pierre, avec pour projet d'assurer une veille citoyenne du déploiement du pacte au sein de la commune. Alors, très rapidement, on a organisé des rencontres avec les élus afin de présenter la démarche et de suivre l'avancement des engagements. On s'est réunis en moyenne 2 à 3 fois par an avec BICI la plupart du temps. Et petit à petit, en fait, au fur et à mesure, j'ai eu des échanges plus informels avec les différents élus pour échanger de la documentation, parler d'événements qui pourraient les intéresser, d'idées, et puis de maintenir le cap fixé. Et j'ai l'impression que, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique de discussion et d'écoute mutuelle qui s'est créée et qui a été favorable au changement. On a pu faire une rencontre un peu plus longue que d'habitude à l'issue du bilan de mi-mandat où on a présenté les résultats à la commune et on en a longuement discuté. Et j'ai l'impression que ça a été un point de bascule, d'avoir un peu un état des lieux de leurs actions à ce moment-là. Et concrètement, derrière, en fait, il y a, les élus et les agents de Saint-Pierre ont participé aux 2 cycles de formation co-organisés par BICI et Billard. Au niveau de la restauration collective, on avait fait une campagne, avec BICI sur les cantines et le respect de la loi Egalim notamment. Et à l'issue de cette campagne, en fait, la mairie elle a demandé un suivi régulier de ce que proposait le prestataire du coup aux écoliers, enfin de l'élémentaire et du primaire, afin de s'assurer que le prestataire il respecte bien le cahier des charges et notamment le cadre réglementaire. Et ils se sont aperçus que ce n'était pas forcément fait. La mairie, elle a été aussi l'une des premières à s'être engagée dans un plan d'action en demandant l'accompagnement du secrétariat général à la transition de la CAPB à la suite d'une campagne d'interpellation réalisée par BICI. Et l'an dernier, elle a élaboré et voté un plan municipal pour la transition écologique pour la période 2024-2026.
Et cette année, il y a un poste de chargé de mission des projets de la transition écologique et de l'intercommunalité qui a été créé et pourvu au printemps. Donc j'ai le sentiment que, en fait, être habitant de la commune, ça apporte une légitimité différente auprès des élus, que être dans un collectif, ça permet de bénéficier des connaissances, des compétences de chacun et de toute la force organisationnelle de ce collectif, et qu'il y a tout un tas de liens qui se créent et d'interactions. Et ces liens, en fait, ils renforcent nos possibilités d'action sur le terrain. Et j'ai l'impression, par cette expérience, qu'ils sont le terreau d'une dynamique vertueuse si on sait s'en saisir. Voilà, je termine. Merci. Et du coup, je me tourne vers vous, Anne Bringot. Peut-être, du coup, pour mettre un peu en perspective ces grandes tendances-là qu'on a dégagées et puis qui sont complétées par des explications beaucoup plus précises dans le rapport, mais aussi pour mettre en perspective par rapport aux autres territoires, dans d'autres régions en France, comment ça avance au niveau des politiques locales et comment on peut mettre ça aussi en perspective par rapport au contexte politique plus global dans lequel on est baigné, que ce soit au niveau hexagonal ou au niveau européen. On voit que le cours des choses a pas mal évolué ces dernières années. Depuis 2020, c'est passé quand même beaucoup de choses. Qu'on pense à cette période où il y a eu toutes les marches climat qui ont aussi abouti à un certain nombre d'avancées, que ce soit au niveau européen ou au niveau hexagonal. Et puis là, depuis 1 an ou 6 mois, vous direz si vous partagez le constat, mais on voit qu'on est en net recul. D'ailleurs, le RAC avait listé, je crois, une quarantaine de reculs ou rien que sur le début de l'année 2025. Donc aussi, comment on fait la part des choses entre ce contexte compliqué global et néanmoins des possibilités réelles qui existent au niveau local? Bonsoir à toutes et tous. Je travaille au réseau Action Climat, qui est un réseau de 27 ONG nationales et 10 associations locales. Et voilà, des associations de protection de l'environnement, de lutte contre la précarité, de solidarité internationale. Tous ces enjeux, on essaie de les englober et ensuite de porter des propositions de politique publique au niveau national, puisque nous, c'est notre échelle d'action. Et je tiens déjà à saluer le travail énorme de BICI, que je connais BICI depuis sa naissance, à l'époque où je travaillais aux Amis de la Terre et BICI était très en lien. Je trouve qu'il y a une énergie, une créativité et aussi un pragmatisme dans l'action de BICI que je trouve vraiment, je pense que c'est vraiment inspirant pour beaucoup d'associations locales. Donc bravo pour tout ce que vous faites parce que c'est vraiment chouette. Au niveau national, j'aimerais vous dire que beaucoup de choses se passent de manière bien plus allante. Malheureusement, ce n'est pas exactement le cas, même s'il y a des raisons d'espérer, et j'y reviendrai après. On avait plutôt bien démarré. Alors quand je dis on, c'est un peu plutôt le gouvernement, en tout cas l'État. Début 2022, il y avait une planification écologique qui enfin était mise en place au niveau de Matignon. Parce que je ne sais pas comment ça se passe dans les collectivités, mais au niveau de l'État, souvent la transition écologique, c'est dans un ministère que personne n'écoute, qui produit des beaux rapports, qui finissent sur des étagères, et puis les vraies décisions, elles sont prises à Bercy, ou au ministère de l'Agriculture, ou à Matignon. Donc tant que ce n'est pas géré à Matignon, qu'il n'y a pas une vraie volonté politique au niveau de l'État, et j'imagine que dans les collectivités, c'est pareil, si le président de l'agglo ou si les maires ne sont pas eux-mêmes engagés pour pousser les transformations nécessaires, ça ne va pas marcher. Et ce secrétariat général à la planification écologique qui a été mis en place au niveau de Matignon, sa mission, c'était faites un plan pour qu'on arrive à la neutralité carbone en 2050. La neutralité carbone en 2050, c'est on ne va pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce qu'on est capable d'absorber par les puits, les forêts, les océans, les prairies, etc. Et ça veut dire concrètement qu'en 2050, on n'utilise plus une goutte d'essence ou diesel dans les transports, qu'on n'utilise plus non plus du tout de fioul ou de gaz fossile pour se chauffer. Donc c'est quand même des changements un peu massifs qui touchent tout le monde. Et en même temps, si on ne fait pas ça, on va continuer à émettre des gaz à effet de serre qui s'accumulent dans l'atmosphère. On sait déjà que ça va être difficile de ne pas dépasser 1,5 degré.
au-delà d'1,5 degré, on arrive sur des phénomènes qui deviennent irrémédiables. Il n'y aura plus de coraux, par exemple, à 2 degrés, mais il y a aussi des tas de zones inhabitables. Il y a des millions de personnes en plus qui vont souffrir de la faim dans le monde. Enfin, il y a des conséquences sur 1,5 degré qui sont excessivement importantes. Et des pays comme la France, qui ont les capacités financières d'agir, elles doivent montrer l'exemple et elles doivent faire ces transformations rapides. D'autant que les énergies fossiles, ça ne vous aura pas échappé, on ne les produit pas chez nous, elles sont importées. Donald Trump nous met un petit pistolet sur la tempe pour qu'on en importe 750 milliards au niveau de l'Union européenne. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux géopolitiques aussi qui nous donnent un intérêt à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nos consommations d'énergie fossile. Donc ce SGPE, ce secrétariat général à la planification écologique, il a fait des beaux travaux, réuni plein de gens et montré qu'il y avait un chemin. On sait faire cette neutralité carbone en 2050. Pour la mobilité, qui est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre aussi en France, ça veut dire beaucoup transformer les choses. Ça veut dire passer pour certains trajets à des petits véhicules électriques, mais on ne peut pas remplacer tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques parce qu'il y a des impacts avec les batteries, vous connaissez les impacts sur les matériaux, donc on ne pourra pas avoir autant de véhicules qu'on en a actuellement, il faut réduire le nombre de véhicules et avoir que des petits véhicules électriques parce que du coup les batteries sont plus petites et il y a moins d'impact. Donc si on a moins de véhicules, ça veut dire qu'il faut développer aussi d'autres alternatives, que ce soit le covoiturage, les transports collectifs, le vélo, la marche, ou également réduire les déplacements contraints, puisqu'actuellement, il y a des déplacements que l'on fait qu'on aimerait ne pas avoir à faire pour se déplacer de plus en plus loin, par exemple, pour aller se faire soigner. Donc, il y a voilà, différents axes de travail qui avaient été établis. Et l'intérêt de ce secrétariat général à la planification écologique, c'est qu'il participait à ce qu'on appelle les RIM, les réunions interministérielles. C'est là où on arbitre entre les ministères, et donc ils pouvaient s'assurer que les décisions politiques qui étaient prises étaient cohérentes avec les orientations de la planification écologique. Ça tenait à peu près, c'était pas non plus la priorité complète des gouvernements, enfin en tout cas du gouvernement de l'époque, au début de 2022-2023, mais il y avait une orientation qui était là et quand même un peu de volonté politique. Et puis voilà, patatras, Gabriel Attal arrive, et alors lui, c'était vraiment pas son sujet, et donc le SGPE, ce fameux service, est resté à Matignon, mais absolument plus écouté. Donc si on l'écoute pas, il sert plus à rien. Et puis dissolution, voilà, Monsieur Barnier pas très intéressé par le sujet, des coupes budgétaires, Monsieur Bayrou, qui, quand on l'a rencontré, était plutôt en train de bâiller. Donc, ça n'a pas non plus beaucoup avancé. Et on l'a démontré, il y a eu 43 reculs sur la transition écologique, rien qu'au premier semestre 2025. Donc, on est dans une situation, là, qui est assez catastrophique. Parce que les résultats concrets, c'est que, alors qu'on devrait baisser de 5% les émissions de gaz à effet de serre par an, en 2024, la baisse a été de 1,8% seulement. Et ce qui est prévu par l'organisme qui s'appelle le CITEPA, qui fait les prévisions, pour 2025, c'est une baisse seulement de 0,8%. Donc on est très très loin des bonnes trajectoires. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est négatif et qu'il n'y a pas des choses qui avancent, mais clairement là, en ce moment, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Alors je ne dis pas ça pour dire qu'au Pays Basque, c'est normal que vous ne soyez pas non plus dans les clous, parce qu'il y a des choses où ça avance quand même un petit peu plus vite. Et sur les émissions des transports, même s'il n'y a pas eu de baisse, si on regarde entre 1990 et 2024, il n'y a pas de baisse des émissions, on est à peu près au même niveau, mais il y avait une hausse et ces derniers temps, on commence à entamer la baisse, alors qu'ici, pour l'instant, on est encore sur une hausse. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses que l'on peut faire et qui devraient être accélérées ici, et c'est possible de le faire. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que on n'a pas. Alors, je vous disais que les émissions n'ont pas baissé, mais la consommation de carburant, elle n'a pas baissé non plus en France, malgré en fait le fait que les voitures sont censées consommer moins, être plus efficaces. En fait, on fait beaucoup plus de kilomètres.
Et on a des véhicules qui sont de plus en plus lourds, donc même s'ils sont plus efficaces, on consomme toujours plus et on a plus de véhicules. Donc malheureusement, ça ne va pas dans la bonne direction. Et puis, il y a aussi la distance entre le travail et le domicile qui a augmenté. En moyenne, elle a augmenté de 42% en 20 ans, entre 1999 et 2019. Donc ces distances, finalement, amènent à utiliser de plus en plus la voiture. Et c'est le cas 2 fois plus, ces distances ont augmenté 2 fois plus pour les ruraux que pour les urbains. Alors, dans ce panorama que je vous fais, on a fait un rapport que vous pourrez trouver sur notre site, c'est la petite page publicitaire réseauactionclimat.org, si vous voulez jeter un œil. Un rapport qui s'appelle « Mobilité, avançons ensemble ». C'est le premier volet qui est le constat. On fera ensuite les enjeux et ensuite les solutions. Donc, c'est des petits teasers. Sur le vélo, j'ai l'impression quand même qu'au niveau national, il y a des choses qui avancent plus vite qu'ici. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres au niveau national, il y a une hausse de 50% de la longueur de pistes cyclables entre 2018 et 2025. Donc il y a une réelle accélération, on part très loin en France par rapport à d'autres pays comme la Hollande qu'on cite toujours. C'est donc pas une question de est-ce qu'il faut être beau ou pas beau. J'habite en Suède quand j'étais très jeune, donc ça fait beaucoup d'années. Il y avait déjà beaucoup d'usage du vélo aussi. C'est pas une question de météo. On partait très loin et il y a des possibilités d'accélération. Dès qu'on met en place des infrastructures de transport, des pistes cyclables sécurisées, des équipements sécurisés pour accrocher son vélo, le développement de l'usage du vélo est là. Il faut aussi des systèmes de location de vélos où il y a vraiment des vélos qui soient disponibles et pas qu'on soit obligé d'attendre très longtemps ou qu'il n'y en a pas dans les stations. Il y a vraiment là un sujet clé où il y a des possibilités de faire des choses. Se dire sinon que la mobilité actuelle, on va avoir du mal à changer parce que finalement elle nous convient, en fait ça c'est aussi une idée fausse. Une idée fausse qui est aussi un peu véhiculée, on en parlait un peu par la publicité. Il y a énormément de publicité sur les voitures. Avec cette impression de liberté, la voiture, ça nous permet d'être dans son petit cocon, d'aller partout. Ça, c'est le monde de la publicité. Je crois que quand on achète une voiture, on avait fait une étude à Greenpeace, c'est à peu près 4 000 € dans le coût de la voiture qui est en publicité. Donc, vous êtes content d'acheter de la publicité quand vous achetez une voiture. La vérité, c'est que ce n'est pas si simple que ça. En fait, les dépenses de carburant pèsent de plus en plus sur les ménages et elles pèsent 3 fois plus sur les ménages du premier quartile, c'est-à-dire les 25% les plus pauvres. Pour eux, c'est plus de 8% de leur budget, le carburant. Alors que chez les 25% les plus riches, c'est un peu plus de 2% de leurs revenus. Et en fait, les 25% les plus riches, eux, ils font 2 fois plus. Ils utilisent 2 fois plus de carburant que les plus pauvres parce que, même si c'est que 2% de leur budget, en fait, ils ont tout à fait les moyens d'aller faire plus de kilomètres pour aller dans une résidence secondaire ou autre. Donc, on voit bien que la mobilité, elle n'est pas idéale pour tout le monde dans l'état où elle est. Il y a 15 millions de personnes en précarité mobilité. Donc on parle souvent de précarité énergétique sur le chauffage, mais en fait en mobilité c'est aussi le cas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la mobilité. Donc le système actuel sur le tout voiture, il ne répond pas en fait aux besoins des gens qui ont besoin aussi de se déplacer. Et souvent ils n'ont pas d'accès à la mobilité parce qu'il n'y a pas d'alternative à la voiture qui est disponible ou qui est sécurisée. La conséquence, c'est qu'ils renoncent à des choses toutes simples comme de rendre visite à des proches, d'aller faire un examen de santé, d'avoir accès à des loisirs, voire d'avoir accès à un travail. Donc, ils sont enfermés, en fait, chez eux. Il y a aussi des impacts de ce système du tout-voiture sur la santé. Alors, évidemment, quand on pense santé, on pense qualité de l'air, mais ce n'est pas que ça. Le fait qu'on n'ait pas d'activité physique, alors qu'on pourrait en avoir si on marche ou si on fait du vélo, par exemple, c'est, d'après l'OMS, 38 000 décès par an en France, le manque d'activité physique. Il y a aussi l'enjeu du bruit, la mobilité avec les voitures ou les camions, les bus. Ça a un impact aussi sur la santé. Et donc tout ça, il faut le regarder ensemble pour réfléchir à un système de mobilité qui réponde réellement aux besoins et qui ait moins d'impact sur les différentes personnes.
Donc en résumé, si on veut, on peut trouver des solutions, on y reviendra juste après. Il faut intégrer évidemment la diversité des territoires et des situations. Alors moi j'habite en banlieue parisienne, c'est très facile d'avoir accès au transport en commun et j'ai aucun intérêt à utiliser la voiture. C'est évidemment plus difficile si on est en milieu rural. Il faut intégrer les enjeux de précarité énergétique et de pouvoir d'achat. Si on n'intègre pas cet enjeu-là, on n'arrivera pas à trouver des solutions. L'enjeu santé est également essentiel, et aussi l'enjeu de genre. En fait, on n'y pense pas toujours, mais sur le vélo, 31% des utilisateurs réguliers de vélo, parmi les hommes, 31% des hommes sont utilisateurs réguliers de vélo. Il n'y a que 19% de femmes qui sont utilisateurs régulières de vélo. Donc la question du genre est aussi intégrée dans ces réflexions sur les solutions de mobilité. Merci. Merci à vous trois pour ce premier tour de questions sur le bilan. Alors, il y a des premières questions qui sont arrivées. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à lever la main pour demander les petits papiers. Et il y a Romain et Noélie sont au fond pour vous faire passer les petits mots. Alors, il y avait justement une première question. Alors, c'est plutôt une remarque, mais sur un sujet qu'on n'a pas développé là, ça peut être l'occasion de réagir dessus, sur la question de l'artificialisation. Du coup, Pierre qui fait remarquer urbanisation de la CAPB 8,7% contre seulement 6% en France, et qu'au niveau de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, on est sur une trajectoire déjà avec beaucoup de communes qui dérivent par rapport aux objectifs de réduire de 50% dans la décennie 2020-2030 par rapport à la décennie précédente. Peut-être là c'est l'occasion, justement, je me tourne peut-être plutôt vers toi Anthony, sur les éléments qui sont dans le bilan, où justement, ça c'est un des points noirs du bilan, c'est une des 21 actions du pacte qui a été la moins respectée ou la moins avancée au cours du mandat. Oui, la consommation des terres naturelles, agricoles, artificielles, enfin, la plupart du temps des terres agricoles en l'occurrence, ce qu'on observe, quelques chiffres, c'est que pendant entre les années 2021 et 2023, donc 2021, 2022, 2023, il y a 345 hectares qui ont été consommés en Iparaldé. Donc ça fait 115 hectares par an. Donc c'est un rythme qui a ralenti par rapport aux 10 précédentes années entre 2011 et 2020 où c'était 162 hectares par an. Mais on est très loin du rythme qui est préconisé par le schéma de cohérence territoriale. Ce n'est pas le rythme préconisé, c'est le plafond maximum que fixe le SCOT, ce qui devrait être de 74 hectares. On est à 115 hectares par an. On a quasiment atteint la moitié du plafond fixé par le SCOT en 3 ans. Donc le rythme a diminué, mais on n'est pas du tout dans les clous. Et ce qui va être très structurant, c'est les plans locaux d'urbanisme qui sont en train d'être élaborés. On en a un qui vient d'être, je ne sais plus où il en est, il a été arrêté, celui de Côte Basque-Adour, qui n'a pas intégré les plafonds. Le SCOT, il a fixé des objectifs différents selon les parties du territoire. Et le Côte Basque-Adour relève de la partie Labour-Ouest, qui devait... fixe de mémoire, j'ai plus les tableaux, mais il me semble que c'est moins 56% de diminution des consommations des terres sur les 10 années qui viennent par rapport aux 10 précédentes années. Et cet objectif n'a pas été intégré dans le PLUI Côte Basque-Adour. Donc ce n'est pas vraiment un bon signal. Donc il y a des concertations pour les plans locaux d'urbanisme. Donc on vous demande vraiment de participer et d'être vigilante et vigilante en tant que citoyenne, de demander aux élus à fixer le respect de ces plafonds-là, parce que c'est très impactant à la fois, si on veut pouvoir espérer un jour s'approcher de quelque chose qui peut ressembler à la souveraineté alimentaire dont on est très loin, s'il n'y a plus de terres agricoles, on ne pourra plus se nourrir, ça c'est sûr, c'est très impactant écologiquement, et pour l'instant on ne prend pas du tout la bonne direction, quoi. Enfin, ça ralentit, enfin moins vers le pire, mais la consommation continue, quoi. Alors, j'enchaîne, on profite du temps de questions pour en faire plusieurs. Alors, il y a 2 questions sur les initiatives entre communes et le partage d'infos entre communes. Donc, il y avait une question de Claire sur comment on peut intégrer dans la démarche des initiatives entre communes voisines. Et, par exemple, les villages qui sont
autour de Saint-Jean-Pied-de-Port, en fait, ça peut faire une sorte de bassin de vie qui fait plus de 2000 habitants. Et du coup, est-ce que ça permet d'avoir plus d'ambition, ou par exemple sur le thème de la mobilité, est-ce que ça permet de réfléchir la mobilité autrement? Donc ça, c'est une question. Et il y avait une autre question, c'est est-ce qu'on a observé une démarche de partage de bonnes pratiques entre les communes? Donc en fait, quelle synergie on peut mettre en œuvre? Est-ce qu'on a constaté des choses, ou est-ce qu'il y a des propositions aussi que vous pouvez faire en ce sens-là? Je ne sais pas qui veut... Ouais, je veux bien donner une petite anecdote pour ce qui est de la restauration scolaire. J'ai à plusieurs reprises discuté avec les élus de Saint-Pierre parce qu'un des prestataires locaux livre les repas à plus d'une dizaine de communes. Et donc, j'ai évoqué avec l'élu qui s'en occupe dans ma commune le fait de se réunir avec les autres élus des autres communes pour essayer de mettre un peu de pression au prestataire local pour aller dans un sens de plus de végétalisation des repas notamment. Et bien, c'est quelque chose qui se fait pas naturellement en fait. Et en fonction des affinités de chacun, ils ne vont pas y mettre la même importance, et donc ils ne se saisissent pas forcément, en tout cas pour ce thème-là, de l'opportunité de se réunir pour en discuter et peser sur le prestataire. Voilà, donc c'est possible, mais c'est pas trop dans la culture. Enfin, ouais, bon, bref, vous m'avez compris. Ouais, en complément, là, nous, les retours qu'on avait sur cette question, c'est quelque chose qui était revenu dans les formations qu'on avait eues avec les élus, à la fois sur le fait que c'est un besoin qui était éprouvé par beaucoup d'élus, justement, de plus travailler ensemble, et quelque chose qui n'était pas assez existant. Sur la formation au niveau du plan climat, c'était l'une des idées, parce qu'il y avait un atelier où on faisait travailler les élus aussi, c'était des formations actives quand même, et l'une des propositions, c'était de développer justement la mutualisation des outils à mettre en place entre communes. Il y a déjà une dynamique quand même le fait de la nouvelle agglo, elle facilite cette approche, parce qu'on sait qu'il faut sortir de l'approche commune par commune, et il y a des choses qu'il faut faire de manière intercommunale. Donc, typiquement, les PLUI, les plans locaux intercommunaux, ça sort justement du périmètre communal, parce que c'est comme ça qu'il faut penser. Le syndicat des mobilités porte aussi des plans vélo intercommunaux aussi, parce qu'il faut aussi que dans les aménagements cyclables, les communes soient reliées entre elles, et donc il y ait une cohérence dans les aménagements cyclables qui soient réalisés. Au niveau des exemples, il y a des choses qui existent quand même. Là, je suis un peu fatigué, donc je n'ai pas les idées bien claires, mais un exemple, mais il y en a sans doute d'autres. Je sais qu'il y a une dynamique qui est à l'œuvre au niveau de Rugne, Biriatou, Andaille, au niveau d'un projet de projet alimentaire territorial. Il y a un projet de maraîchage aussi mutualisé pour fournir les cantines de ces communes-là. Donc, c'est des manières de faire qui commencent à émerger, mais qui sont encore... je pense qu'on gagnerait à développer, à la fois pour des raisons d'économie, même d'efficacité, et puis d'apprendre les uns des autres, effectivement. Et que l'agglo pourrait soutenir. Je crois qu'il y a déjà un travail qui est fait au niveau des pôles territoriaux. Il y a des commissions territoriales quand même qui peuvent favoriser ça, mais que je pense qu'il faudrait renforcer. Et pour ça, il y a sans doute besoin d'animation territoriale un petit peu plus développée. Alors, autre question, donc là sur le thème des mobilités. Donc, à propos des pistes cyclables et des cheminements piétons, il me semblerait important de définir des critères qualitatifs, sécurité des voies, voies propres partagées, liaison domicile-travail, etc. Est-ce que peut-être vous pouvez dire un mot de, peut-être Anne aussi, de qu'est-ce que c'est des aménagements de qualité, et peut-être après, si vous voulez compléter, Laura ou Anthony, sur comment vous avez évalué aussi dans le bilan cette question qualitative. Alors,
C'est vrai que sur les pistes cyclables, d'ailleurs, je voulais citer le baromètre de la FUB, qui est une association qui travaille sur le vélo, qui est membre aussi du réseau Action Climat, et qui a sorti sur tous les ans ce baromètre, et qui est sorti là tout récemment, et que je vous invite à consulter, parce qu'il montre vraiment qu'il y a, dans toutes les tailles de communes, on peut avoir une politique cyclable très très en avance. J'avais noté le nom d'un petit village, Notre-Dame-des-Monts, voilà, qui est arrivé numéro 1, qui est un village sur la côte en Vendée. Et donc voilà, c'est pas juste dans les grandes métropoles que l'on peut développer des pistes cyclables et à toutes les échelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'effectivement des équipements qui permettent de développer réellement le vélo? C'est des équipements où les gens se sentent en sécurité. Donc, effectivement, si c'est quelque chose juste où finalement les voitures passent au même niveau, on ne va pas vraiment être en sécurité. Donc, il faut que ça soit bien distinct. C'est pareil, si on empiètre trop sur le trottoir, ce n'est pas non plus la solution. Il faut que les piétons ils puissent aussi avoir une possibilité de toujours avoir un accès à l'espace. Donc, à un moment donné, il faut quand même réduire la place de la voiture sur la voirie. Et c'est bien dans ce sens-là qu'il faut aller. Il faut aussi des espaces sécurisés, évidemment, pour stationner son vélo, parce que sinon, on va aussi être en difficulté. Et puis, il y a des systèmes de location qui sont extrêmement utiles aussi à mettre en place à ce niveau-là. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Bon, tu as dit quand même pas mal de choses. J'essaie de voir ce que je peux compléter. Ouais, sur on est encore sur un territoire où, alors, ça commence. Les élus ont compris qu'il fallait faire des aménagements pour les vélos. Ça commence à venir, mais pas au détriment de la voiture, la plupart du temps. Et donc, du coup, souvent, on a des aménagements cyclables sur les trottoirs, donc avec des conflits entre piétons et cyclistes. Et en fait, ça marche pas, quoi. Hein. Donc, il faut avoir le courage politique. Les territoires où les mobilités ont changé, c'est quand il y a eu des aménagements. Comme Anne l'a dit, le premier obstacle au passage à vélo, c'est le sentiment d'insécurité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est des aménagements continus, sécurisés, pratiques sur les principaux axes. Et ça c'est pas possible sans prendre de la place de la voiture. Ça. Donc, il faut faire des choix politiques cohérents et faire un rétablissement de l'équilibre du partage de l'espace public en donnant un petit peu plus de place aux mobilités actives. Vu ce que prend la voiture, il y a de quoi. Okay. Et juste, oui, au niveau des indicateurs, oui, alors, ça clairement, nous, on a pris des indicateurs un peu grossiers qui sont les linéaires d'aménagement cyclable. On a pris les aménagements, on a valorisé notamment les aménagements cyclables sécurisés, c'est-à-dire les linéaires de pistes cyclables et de voies vertes. Hein. On n'a pas comptabilisé les zones 30, parce que les zones 30 ne sont pas des aménagements cyclables et qu'on a... je prends l'exemple de la commune d'Anglet qui a fait des zones 30 partout. C'est ce qui est bien dans l'absolu, hein, c'est pas la seule à avoir mis des zones 30, à part que ce qui compte, c'est la vitesse réelle des véhicules. S'il n'y a pas de ralentisseur et de changement d'aménagement, je suis trop près. S'il n'y a pas d'aménagement pour ralentir les véhicules, ça ne marche pas. Et surtout, pourquoi je vous parle de ça? Oui, et ça ne doit pas exonérer de faire des aménagements cyclables. Là, on est en procès avec la commune d'Anglet. J'espère qu'on va avoir l'audience un jour, parce que ça fait plus de 3 ans qu'on attend quand même. Ce n'est pas la seule, mais ça a été Bayonne est aussi concerné. La plupart des villes continuent de ne pas respecter la loi. Quand il y a une rénovation de voies, il faut prévoir des aménagements cyclables. Et ça, il y a encore pas mal de communes qui ne le respectent pas encore. Ça fait un quart de siècle quand même qu'elle existe cette loi. Il serait temps quand même que les communes se réveillent. Là, on ne parle pas de manque de volontarisme, là, on parle de respect des minima légaux. Et donc, on a beaucoup parlé des communes jusqu'à présent, et il y a une question justement qui nous permet de parler aussi de ce qui se passe au niveau de la communauté d'agglomération. Donc, la question c'est, y a-t-il une évaluation de la communauté d'agglomération dans le travail qui a été réalisé? Quels sont par rapport aux objectifs demandés par BICI aux communes, et est-ce que la communauté d'agglomération ne devrait pas, elle aussi, signer ce pacte de métamorphose écologique? Est-ce que vous pouvez nous dire du coup ce qui a été fait par rapport à l'agglomération? Brièvement. Oui. Oui, alors il y a une évaluation, on n'a pas mis de score parce qu'en fait on a rencontré quand même plusieurs fois et les services et les agents et les élus du secrétariat général.
Il aurait fallu qu'on fasse... C'est vrai que les critères d'évaluation étaient quand même plus calibrés communes qu'Aglo. C'est pour ça qu'on avait prévu de refaire des critères d'évaluation, mais bon, on n'a pas eu le temps de le faire, pour tout vous dire, parce que déjà, ça nous a pris déjà beaucoup de temps, ça. Mais pour autant, le pacte, quand il a été signé par les candidats et donc les élus, c'était au niveau communal, au niveau communautaire. C'est-à-dire que dans le pacte de métamorphose, il y a des actions qui relèvent plutôt de la compétence communale et d'autres qui relèvent plutôt de la compétence communautaire. Et ça, on le savait, c'est marqué en gras 2 fois dans le pacte en préambule, si vous relisez le pacte de métamorphose. Malheureusement, il y a pas mal d'élus n'ont pas forcément intégré, malheureusement. Donc, il y a quand même une évaluation que vous pourrez retrouver dans le rapport, et il y a une fiche, et il y a même plusieurs pages sur la version en ligne du site internet. Et notamment, ce qui nous a surpris, donc, dans la politique de l'aglo, il y a des choses qui vont dans la bonne direction, mais il y a quand même encore beaucoup de choses qui ne vont pas dans la bonne direction. Et notamment, bon, dans les paroles, tout le monde est écologiste maintenant, hein, donc ça, les paroles, c'est bien. Mais au niveau des axes qui comptent, ce qui est quand même assez éclairant, c'est où va l'argent, hein, ça dit beaucoup de choses. Et là, en fait, cette année, c'est la première année que les collectivités ont l'obligation de mettre en annexe la part des budgets qui ont un impact favorable sur la lutte contre le dérèglement climatique, un impact défavorable et un impact neutre. Et alors l'AGLO n'a pas communiqué dessus lors de son rapport d'évaluation mi-parcours du plan climat, alors que c'est des éléments qui doivent y figurer, hein, les moyens humains et budgétaires malheureusement. Mais quand on est allé chercher dans l'annexe des comptes 2024, alors attendez que je ne me trompe pas au niveau des chiffres, que je ne vous raconte pas n'importe quoi. Donc il y a 9% des dépenses d'investissement de 2024 qui sont favorables, hein, à la lutte contre le changement climatique, mais il y a 16% qui sont défavorables. Donc il y a quasiment 2 fois plus d'argent que l'aglo investit qui va dans la mauvaise direction par rapport à celui qui va dans la bonne direction. Et dans ces investissements défavorables, les 2 tiers recouvrent l'action économique de l'aglo. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière, hein, parce que c'est des lignes de compte, hein, donc nous on n'a pas... Donc ça, et on sait que la question budgétaire, c'est des questions qui sont un petit peu importantes, hein, localement et à tous les niveaux. Et ça va être un des enjeux aussi, qu'il y ait une redirection, hein, des investissements pour diminuer la part des budgets qui vont dans la mauvaise direction et augmenter celles qui vont dans la bonne direction. Et c'est pour ça qu'on espère que les listes candidates vont mettre en place ce qu'on appelle un budget vert qui permet justement de suivre ça, de communiquer, et de voir l'évolution d'une année sur l'autre et de le faire ça sur plusieurs années pour programmer, pour ce qu'on disait, hein, ce qu'il faut faire. On a un secrétariat à la planification écologique, il faut que les budgets suivent cette planification-là et ce, de manière pluriannuelle. Et du coup, une dernière question, et puis après on va se tourner vers l'avenir. Donc, quel regard sur le potentiel de l'agriculture d'être un gros levier climatique? Donc, ça fait partie aussi d'une des 7 thématiques. Donc, je ne sais pas si soit Laura ou Anthony voulaient dire un mot des différentes actions qui ont été évaluées. On a parlé un petit peu de l'artificialisation des sols qui a un impact sur l'agriculture, mais il n'y a pas que ça. Tu as parlé aussi des cantines. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans le pacte? Et peut-être Anne aussi, si vous voulez dire quelques mots sur les enjeux au niveau agricole. Et du coup, alimentaire, c'est lié. Qui veut prendre le micro? Je ne sais pas, peut-être pour donner un peu une vision nationale. L'agriculture, on n'a pas toujours en tête, c'est le 2e secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. Et pour le coup, ce n'est pas du CO2 dont on entend toujours parler. Les émissions de l'agriculture, c'est pour moitié lié aux engrais azotés de synthèse qui produisent du protoxyde d'azote, c'est le gaz hilarant, mais là c'est moins drôle, ça c'est un puissant gaz à effet de serre. Et l'autre moitié, c'est le méthane des ruminants, donc c'est les rots des vaches, pour faire simple, ou des moutons. Et donc ces 2 sources d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il faut les réduire si on veut atteindre cette fameuse neutralité carbone. Donc c'est évidemment pas simple. Et ça veut dire avoir d'autres manières de produire pour utiliser moins d'engrais azotés de synthèse qui, par ailleurs, sont produits avec des énergies fossiles aussi. Entre autres, il y a eu des rapports sur le fait qu'on utilisait encore du gaz russe pour produire ces engrais de synthèse, par exemple. Mais aussi la question de l'élevage, comment on produit plus localement et comment on change l'alimentation
pour avoir une alimentation plus équilibrée, un peu moins carnée, plus de protéines végétales, mais consommer une viande de qualité locale, alors qu'en ce moment, on est plutôt en train d'augmenter les importations, notamment sur la consommation de volaille. En fait, la consommation de viande, elle baisse à domicile, mais par contre, elle monte malheureusement sur tout ce qui est hors domicile, donc au restaurant ou ailleurs. Et là, on ne sait pas d'où vient la viande. Et en général, de plus en plus, ou dans les plats déjà tout préparés qu'on achète dans les supermarchés, c'est des viandes qui viennent souvent de l'étranger et qui sont produites dans des conditions qui ne sont pas terribles. Donc voilà, l'un des grands leviers, c'est évidemment une production plus durable pour baisser les engrais. Donc c'est plutôt une agroécologie et surtout faire évoluer le régime alimentaire pour une alimentation plus équilibrée, ce qui est bon pour le climat, mais c'est aussi meilleur pour la santé. Si on a une alimentation plus végétale, on peut gagner jusqu'à 10 ans d'espérance de vie. Ça paraît assez dingue, mais il y a eu des études scientifiques sur le sujet. Donc voilà, il y a des tas d'organisations à la fois de santé et de défense de l'environnement qui poussent dans cette direction au niveau national. Pour l'instant, les choses sont coincées. Ça fait partie des choses coincées en ce moment. Il y a une stratégie nationale alimentation, nutrition, climat qui n'est toujours pas sortie parce qu'il y a ces débats sur est-ce qu'on met réduction de la consommation de viande ou pas. Voilà, c'est des débats un peu compliqués, mais je pense qu'il faut ouvrir ce débat-là sans tabou et par contre, effectivement, favoriser les méthodes d'élevage qui sont locales et qui respectent plus à la fois le bien-être animal, avec, qui sont moins industrielles. Est-ce que vous voulez compléter vite fait? Et puis après, on passera sur la suite pour justement aussi parler des enjeux pour le prochain mandat, qui éclaire ce bilan-là. Oui, nous, on est une terre d'élevage, donc on sait que l'agriculture a une part importante sur le territoire, mais alors on ne sait pas à quoi ressemble l'assiette basse, parce qu'il n'y a pas d'étude qui a pu montrer à quoi pouvait ressembler l'assiette basse, mais on se doute qu'elle n'est pas moins carnée que l'assiette moyenne hexagonale. Et l'essentiel de la viande qu'on mange, c'est de la viande industrielle de l'agro-industrie, qui a des impacts désastreux sur la santé, sur l'environnement, sur la santé des agriculteurs et des personnes qui y travaillent. Donc ce qu'on dit à BC, c'est qu'il faut manger moins de produits animaux, mais mieux, et manger des produits animaux qui sont issus de l'agriculture paysanne, locale et bio. Et c'est pas celle qui est consommée majoritairement, malheureusement, en développant des pratiques d'agroécologie. Par contre, on a mené, nous, en 2022, une campagne au niveau des cantines, où on se rend compte qu'au niveau des cantines, au niveau du territoire aussi, on part de loin, parce que les menus végétariens hebdomadaires n'étaient pas tout le temps respectés. On a progressé au cours du mandat. Là, il y a quasiment plus de communes qui ne respectent pas le menu végétarien hebdomadaire. On a quelques-unes encore récalcitrantes, mais la plupart ont progressé. Par contre, là où il y a encore du travail, c'est un autre aspect de la loi qui n'est pas mis, qui n'est pas respecté, y compris dans la commune, dans la cuisine centrale qui relève de l'agglo des Pays de Bidache, c'est de mettre en place un plan de diversification des protéines. C'est un plan d'action sur plusieurs années pour faire baisser la part des protéines animales et augmenter la part des protéines végétales, des légumineuses, des céréales complètes. Donc c'est un plan d'action de formation des agents et des élus. Et ça, quand on regarde, nous, la fréquence avec laquelle on a des produits animaux en entrée et en plat principal, on n'a pas besoin de manger 2 fois des produits animaux dans un même repas. On a regardé les collectifs, ça arrivait plus d'une fois par semaine, donc ça donnait quand même un indice que s'il y avait un plan d'action, il n'était pas très efficace en tout cas. Et ben il y a quand même, vous verrez le chiffre, j'ai plus en tête là, vous avez les détails dans la synthèse, mais il y a encore du boulot à ce niveau-là. Ok. Et j'ai reçu une dernière question tout à l'heure. Alors je la mentionne juste brièvement avant de passer à la suite. C'était sur est-ce que pour diminuer le nombre de voitures, il n'y a pas aussi un enjeu avec le développement du train et notamment la ligne Bayonne-Garassi? Et qu'est-ce que peuvent faire les différentes communes pour faire pression en ce sens? Alors, je ne suis pas sûr que ça ait été évalué dans le cadre du pacte, mais c'est évident que effectivement, la question du train, et notamment pour les transports du quotidien, ça fait partie des enjeux. Notamment, BC s'était mobilisé avec les habitants d'Itchassou pour remettre en œuvre la halte ferroviaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été regardé ou pas? On l'a évoqué, mais après, c'est plus une compétence régionale, le train. Donc là, évidemment, les élus locaux peuvent faire aussi pression, mais là, on s'est quand même plus centré sur les actions qui relèvent de la compétence communale ou intercommunale, parce que c'était ça, les élus qu'on suivait, les collectivités qu'on suivait. Donc même si les élus locaux peuvent bouger pour faire bouger les autres échelons, c'est plus à l'échelon régional que ça se joue.
Alors, comme j'ai dit En termes de qu'on avait fini les questions, il y a plein de questions qui arrivent. Je vais les regarder tout à l'heure, je les note, et puis à la fin, on reprendra un tour pour répondre à différentes questions, soit par rapport aux perspectives des prochains mois, mais on pourra aussi revenir sur des éléments là qui sont demandés. Donc, ce qu'on voulait vous proposer, c'était de dire un mot, dans un premier temps, sur une proposition qu'a sortie BC au mois de mai, pour participer à l'élaboration des programmes, donc de proposer un nouveau pacte pour le prochain mandat. Et donc Eneko et Anthony, vous allez en faire une présentation à 2 voix, en basque et en français, c'est ça? Et donc Eneko, je te laisse commencer. Esker. Beraz, hamarkada honetan hartuko diren neurriak erabakigarriak izanen dira geroan zer ekiteko aukerak geldituko zaizkigun zehazteko. Erronka ekologikoari buru egiteak politika publiko guzietan ekintza egituratzaile eta koherenteen plangintza eskatzen du. Bizik, hautesleei dei egiten die beren boza eman dezaten beren programan klimaren eta Euskal Herriko biztanleen aldeko 2026ko ituneko neurriak sartuko dituzten hautagai zerrendei. Hautagai zerrenden ambizio ekologikoa emendatzeko xedea du. Herritarrak lagunduko ditu herrien boterearen neurria hartzen eta kontzientziaz bozkatzen. Les mesures engagées pendant cette décennie seront décisives pour déterminer quelle marge d'action il nous restera par la suite. Relever le défi écologique passe par la planification d'actions structurantes et cohérentes dans l'ensemble des politiques publiques. BC appelle les électrices et les électeurs à accorder leur suffrage aux listes candidates qui auront intégré à leur programme les mesures du pacte 2026 pour le climat et les habitantes et habitants du Pays basque. Pour les listes, il a vocation à rehausser le niveau d'ambition écologique des programmes. Pour les citoyennes et citoyens, il aidera à prendre la mesure du pouvoir des collectivités locales et à voter en conscience. Klimaren eta Ipar Euskal Herriko biztanleen aldeko ituna, 19 neurriz osatua da eta 6 arlotan banatua da. Bizilekoa egokitu, elikatu, mugitu, ekonomia birtokiratu, energiari menpekotasuna tipitu eta ekiteko baliabideak hartu. Ituneko neurri bakoitzarentzat, herriaren araberako ekintzak badira. 2000 biztanlezpeko herrientzat ezain zorrotzak. Iriskentzat gotorragoak eta 5000 biztanlez goitiko hirirentzat anbiziotsuenak. Neurri bakoitzak, gainera, zerrendaguziak Euskal Elkargo mailan gauzatzeko engaiamendua hartzen duten ekintzak barne hartzen ditu. Diakinez, herritarrek beren herriko etxetik elkargoko hautetsi batentzat gutienez bozkatuko duetela, eta jarduteko palanken zati handi bat elkargo mailan kokatzen direla. Le pacte pour le climat et les habitantes et habitants du Pays basque se décline en 19 mesures, réparties en 5 thèmes. Habiter, se nourrir, réduire sa dépendance énergétique, se déplacer, relocaliser l'économie et des actions transversales pour se donner les moyens d'agir. À chacune des mesures du pacte correspondent des actions différenciées selon la taille de la commune, moins exigeantes pour les villages de moins de 2000 habitants, plus importantes pour les bourgs et plus ambitieuses pour les villes de plus de 5000 habitants. Chaque mesure comprend également les actions que toutes les listes s'engagent à mettre en œuvre au niveau de la communauté d'agglomération, dans la mesure où les citoyennes et citoyens voteront également pour au moins une ou un conseiller ou conseillère communautaire, issu de leur commune, et qu'une grande part des leviers d'action se situe à l'échelle intercommunale. Herriko bozak arte, bizik, 2008... Non, c'est moi qui enchaîne avec les exemples. Ah bon? Oui, je t'ai regardé, c'était un piège. C'est les exemples. On va montrer un exemple d'une des mesures.
Sachant qu'en fait, il y a deux, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y a la version, là vous avez le pacte, c'est la version un peu grand public, mais derrière chaque mesure, vous avez des actions, une liste d'actions concrètes. J'ai envie de dire, c'est presque ça le document le plus important. Et donc là, pour la mesure, se nourrir, donc garantir une alimentation saine, locale et accessible dans les cantines scolaires. Donc vous avez l'exemple là de ce qui est des actions qui sont attendues au niveau des villages, donc proposer une tarification sociale dans sa cantine, se mettre en conformité avec les lois évidemment. Vous avez des liens qui renvoient vers des ressources aussi. Après, pour les bourgs, si on passe, donc pour les bourgs, donc c'est cumulatif. Là, pour les bourgs, vous avez ce qui était attendu pour les villages, mais aussi ces actions-là. Donc, mettre en place un plan d'action pour former agents et élus, lutter contre le gaspillage alimentaire. J'ai du mal avec ce micro. Bon, voilà, je ne vais pas vous lire tout ce qui est marqué, mais bon, c'est pour montrer un petit peu la logique de la structure. Et pour les villes, encore, c'est aussi cumulatif. Mettre en œuvre une éducation à l'alimentation, mettre en place une régie agricole ou communale ou intercommunale pour approvisionner sa cantine, et réaliser la déclaration des menus sur la plateforme Ma Cantine. Il n'y a quasiment aucune commune, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a très très peu de communes qui font cette déclaration, qui permettent aux citoyennes et aux citoyens de voir où en est leur cantine, est-ce qu'elle respecte la loi, est-ce que leurs enfants mangent des menus qui respectent les minima légaux. Bon, ça on ne le sait pas pour l'instant malheureusement. Et donc ça c'est au niveau communal. Et au niveau intercommunal, donc se servir de la restauration collective comme levier d'une politique agricole et alimentaire, qui intègre une approche de santé environnementale. Alors là, on ne sait pas, mais en samedi, l'Aglo va voter son nouveau projet alimentaire territorial et sa stratégie agricole alimentaire. Donc on va voir s'il y a des éléments concrets à ce niveau-là, sachant que dans le précédent PAT, donc projet alimentaire territorial, il n'y avait rien sur la végétalisation des menus. Le menu végétarien hebdomadaire de la loi Egalim avait disparu de la synthèse du PAT. C'est pour vous dire d'où on part. Donc j'espère qu'on aura progressé à ce niveau-là parce qu'on partait de très loin. Et donc mettre les moyens humains suffisants pour... on parlait tout à l'heure de moyens mutualisés, d'accompagnement des communes. Là, l'Aglo a pris la compétence alimentation et donc ça rentre dans son rôle d'accompagner les communes dans la restauration collective. On espère que ça va se concrétiser et dans les documents qui vont être votés en samedi prochain et surtout dans l'action qui sera mise en œuvre par la suite. Sachant, oui, juste dernier truc, pardon. Donc ça, c'est une version, pour le document détaillé, ça c'est une version provisoire parce qu'on l'a envoyé aussi aux communes, aux élus, aux structures pour avoir des retours, parce que pour essayer d'avoir un document le plus riche et le plus pertinent et adapté aux réalités et aux ambitions. Et on va sortir une version finalisée de ce document-là avec plus de liens, plus des enjeux clés, on précisera aussi les mesures, souvent c'est des mesures qui sont préconisées par des organismes, ce n'est pas des mesures de BICI, on n'a rien inventé, on a repris des mesures qui sont préconisées par des organismes ou des structures légitimes ou expertes. Et l'idée c'est vraiment que ça serve à la fois d'outils pour élaborer les programmes et surtout d'outils pour les élus en place pour avancer très rapidement en début de mandat prochain. Erriko bozak arte, bizik 2026ko ituna beren programan sartu duten zerrenden berri erregularki emanen du. 2026ko urte hasieran, bizik zerrenden engaiamendua segitzeko barometro bat plantan emanen du, larrialdi ekologikoari buru egiteko gai den programa duten zerrendak zehaztuz. D'ici aux élections municipales, BICI informera régulièrement des listes qui ont intégré le pacte 2026 dans leur programme. Début d'année 2026, BICI réalisera un baromètre de suivi de l'engagement des listes, indiquant quelles sont les listes dont les programmes sont à la hauteur de l'urgence écologique. Merci. Alors, juste avant de vous donner la parole, Anne Bringot, et avec quelques questions, deux petites annonces pour tout le monde. Alors déjà, une première pour dire qu'on va faire circuler dans la salle une couche, donc une petite caisse de soutien dans laquelle vous pouvez mettre des sous pour soutenir la réalisation et la diffusion du bilan qui a été réalisé par BICI.
Normalement, il y a tout ce qu'il faut, soit en euros, soit en Eusko. Il y a le QR code si vous voulez payer en Eusko. Et c'est possible, si vous avez besoin de faire un don au stand par carte bancaire, c'est possible également. Donc vous faites comme vous voulez. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi quelqu'un qui va faire circuler dans la salle une feuille d'inscription si vous voulez participer à la diffusion des résultats, donc à la distribution des dépliants, etc. On en dira un mot à la fin. Vous pouvez laisser vos coordonnées et indiquer de quelle manière vous voulez participer à ce travail-là dans les prochaines semaines et prochains mois. Et pendant que ça circule au fur et à mesure dans la salle, et du coup vous pouvez faire passer de main en main, Anne Bringot, du coup je me tourne vers vous. Là, sur les solutions par rapport au point noir qu'on a discuté dans le bilan, donc il y avait ce point noir des mobilités dont on a parlé tout à l'heure, et puis il y a un deuxième sujet aussi qui est au cœur de l'actualité et qui a coûté sa place notamment à François Bayrou, c'est la question budgétaire. Et c'est un sujet aussi sur lequel les élus locaux se sentent souvent coincés et du coup sur lesquels on nous demande aussi des éléments. Donc, ça fait le lien forcément avec les décisions et le contexte hexagonal. Donc comment on fait en fait pour trouver cet argent magique, pour déployer des nouveaux moyens pour les collectivités locales dans ce contexte compliqué et peut-être aussi s'il y a des initiatives qui sont prévues par le réseau Action Climat dans les prochains mois par rapport à ces échéances des municipales et que vous voulez nous en dire un mot. Alors effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Je n'ai pas la solution magique, mais par contre, l'argent, il existe. Et surtout, il y a des rapports qui nous donnent aussi des informations assez concrètes. Très récemment, la Cour des comptes a publié un rapport qui montre que le coût de l'inaction, qui montre une nouvelle fois, mais cette fois-ci c'est la Cour des comptes qui le dit, que le coût de l'inaction sera bien supérieur aux investissements dans la transition écologique. Il y a eu un rapport européen il n'y a pas très longtemps qui montrait que rien que sur l'été qu'on vient de passer, il y a eu plus de 43 milliards de mémoire de dégâts liés aux impacts du changement climatique. Inondations, sécheresse, événements climatiques extrêmes, et ça compte même pas les incendies qui n'étaient pas intégrés. Donc c'est vrai qu'avant, le changement climatique, c'était pour les générations futures, où c'était très loin. Bon, maintenant, c'est ici, maintenant, et ça coûte déjà très, très cher. Donc en fait, on a intérêt à investir, et la Cour des comptes, qui pourtant en général dit qu'il faut couper les cordons de la bourse à cause des problèmes de dette, là elle dit non, il faut vraiment faire ces investissements et donc investir plus. Au niveau national, il faut une hausse de 66 milliards des investissements publics et privés d'ici à 2030 sur la transition écologique, donc c'est des montants massifs. L'autre chose à avoir en tête, c'est que ce sont des investissements et pas des coûts. Quand on investit dans la rénovation des bâtiments, quand on investit dans des mobilités alternatives, on va avoir un retour sur investissement parce qu'on va avoir une baisse d'une part des dépenses d'énergie. Je rappelle qu'une bonne partie sont importées. Et on va avoir aussi, par exemple, une baisse de dépenses de santé. J'évoquais tout à l'heure les enjeux de santé publique. Et il y a un organisme qui s'appelle l'OFCE qui avait évalué que, pour la ville de Paris, que les investissements que la ville de Paris prévoyait pour son plan climat, en fait, la baisse des consommations d'énergie, les baisses de dépenses de santé, etc., faisaient qu'à partir de 2030, c'était rentable, en fait, socialement, c'est-à-dire globalement. Donc il y a quand même cette idée d'avoir le fait que ce n'est pas juste un coût, c'est quelque chose qui, pour la collectivité dans son ensemble, va avoir un bénéfice, y compris économique. Donc c'est quand même intéressant de se projeter un petit peu avec cette vision-là. L'autre aspect, c'est ce qu'évoquait Anthony, c'est le budget vert. Il y a de l'argent aussi parce qu'il y a beaucoup de dépenses dites brunes, c'est-à-dire des dépenses qui sont en faveur des énergies fossiles. Il y en a plusieurs dizaines de milliards au niveau national, donc il y en a certainement beaucoup également au niveau local.
Ça peut être des aides pour, voilà, ou ça peut être simplement rien que le budget des routes. C'est près de 10 milliards en France pour l'entretien des routes. Donc on voit bien que le système de mobilité actuel, il a un coût qu'on pourrait finalement transvaser vers d'autres types d'investissements. Et donc il faut regarder effectivement au niveau des collectivités, je ne doute pas que BICI réussira à trouver le détail des chiffres, ou qu'en tout cas les collectivités seront assez coopératives pour les partager, parce que c'est quand même utile d'avoir ce dialogue et de voir où va l'argent et où on pourrait peut-être mieux l'investir. Il y a aussi des possibilités d'avoir des aides, même si l'ADEME est très très attaquée en ce moment, en particulier par le Rassemblement national. C'est un organisme qui est là pour accompagner les collectivités. Il y a des financements, le CEREMA aussi. Donc il y a des possibilités d'avoir des financements. Parfois, ce n'est pas très facile de s'y retrouver, mais voilà, il y a quand même des possibilités d'avoir des choses à ce niveau-là, et c'est important de l'intégrer. Ensuite, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on peut aussi faire des choses qui ne coûtent pas forcément très cher. Passer en une collectivité en 30 km/h, bon, ça ne coûte pas très très cher. Hein. Donc il y a des choses de ce type-là. On peut aussi faire des plans de circulation plus contraignants pour les voitures. Ce n'est pas quelque chose de très coûteux. On peut aller après vers du covoiturage organisé, du stop organisé, des choses comme ça qui n'ont pas forcément non plus des coûts très élevés. Donc voilà, du point de vue financier, il y a des solutions parce que voilà, c'est un investissement, on va avoir un retour sur investissement, il y a des dépenses brunes largement importantes qu'il faut freiner, et puis il y a des solutions. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi en amont des élections municipales, c'est que c'est un enjeu qui reste extrêmement important pour les électeurs. Il y a une étude d'opinion qui montrait que l'environnement et, alors je regarde bien le terme, c'était les espaces verts, c'est le deuxième sujet qui va compter pour les électeurs dans le cadre des élections municipales. Donc c'est vraiment un sujet qui intéresse. Alors vous allez me dire c'est quoi le premier? Donc vous voyez, le premier c'est la sécurité. Mais voilà, ça c'est le deuxième. Et donc ça veut dire que c'est la bonne nouvelle, c'est toujours un sujet qui est une préoccupation et où il y a des attentes fortes sur ce sujet-là. On entend beaucoup parler de backlash écologique. Ça n'existe pas dans l'opinion publique. Ça existe parmi certains partis politiques et a priori surtout au niveau national, on en parlait avant avec Anthony. Quand on regarde les études d'opinion, la préoccupation pour le changement climatique, elle ne baisse pas. En fait, elle monte même sur la préoccupation pour les catastrophes naturelles hein, qui est en train d'augmenter. Et on voit bien qu'il y a un soutien aussi très massif sur la plupart des propositions que l'on fait de politique de transition écologique. On va publier un sondage le 9 octobre et je n'ai pas les résultats, donc je ne peux pas vous dire déjà que ça va être positif, mais je suis persuadée, parce qu'il y a eu déjà beaucoup de sondages ou d'études d'opinion auxquelles on a eu accès, qui montrent que sur la très grande majorité des propositions de transition écologique, il y a un soutien massif. Donc en fait, ce n'est pas ça qui freine. Ce qui freine, c'est juste une volonté d'engager ces changements et d'intégrer du coup tous ces enjeux. C'est un enjeu climat, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé d'en parler sous l'angle climat. C'est aussi un enjeu de bien-être, de cadre de vie, de pouvoir d'achat. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire du vélo parce qu'ils trouvent ça plus sympa de faire du vélo ou pour leur santé, et sans penser forcément que c'est un enjeu climat. Donc il y a beaucoup d'enjeux, de préoccupations de pouvoir d'achat, de santé, qui sont des préoccupations du quotidien des Français, sur lesquelles on a des solutions en fait qu'on peut apporter, et donc elles sont aussi bénéfiques pour le climat, mais elles sont bénéfiques à bien d'autres aspects, et c'est ça la bonne nouvelle que j'espère partager avec vous et qu'on veut partager en amont des élections municipales. Donc on essaye au Réseau Action Climat d'avoir tout un dialogue avec beaucoup d'associations qui essayent de faire avancer les choses en vue des municipales. Donc on a fait beaucoup de travaux aussi d'études d'opinion, beaucoup de webinaires pour montrer ces différentes attentes, et on va essayer de faire monter effectivement ces sujets. On va aussi avoir un sondage spécifique pour les élections municipales en janvier
qui montrera que sur différents types de territoires, parce qu'évidemment, ce n'est pas pareil si on est à la campagne, dans une métropole, etc., il y a bien des attentes et il y a bien des soutiens pour des politiques de transition écologique. Et donc, on a vraiment l'intention à la fois de redire que c'est quelque chose de positif, c'est pas ce qu'on a voulu nous faire croire, une contrainte, quelque chose contre lequel les gens sont. Non, c'est vraiment une attente, et que ce sujet devienne un vrai sujet dans le débat politique et médiatique en amont des élections municipales. En tout cas, merci à BC pour l'avoir fait de cette belle manière et continuer à le faire avec le pacte. Et je ne doute pas que vous le ferez aussi avec nous en amont des municipales. Merci. Et alors, il y a des premières questions qui sont arrivées par rapport à vos dernières interventions. Alors, déjà, une par rapport... donc j'en liste deux, comme ça on en commence par une, mais vous pouvez aussi réfléchir à la suivante. Donc, il y en a une première par rapport au pacte 2026 que propose BC. Comment sont choisies les orientations stratégiques? Trois composantes majeures sont absentes dans ce pacte. Donc, agir en faveur du maintien de la biodiversité, mettre en œuvre des politiques favorisant la gestion intégrée des eaux pluviales et la préservation de la ressource en eau. Du coup, qui sont quand même des choses importantes et sur lesquelles on peut accompagner les communes. Je rétrécis un petit peu. Et est-ce que ça ne serait pas intéressant de flécher aussi ces actions? Donc peut-être, Anthony, toi, tu as pas mal travaillé sur la mise en œuvre du pacte, donner des éléments. Alors je crois qu'il y avait quelque chose sur l'eau, mais justement, comment sont faites les priorisations? Oui. J'avais dit, j'en mentionne la deuxième, oui. Comme ça, si vous voulez réfléchir en même temps. C'est quels moyens d'action concrets on a en tant que citoyennes et citoyens pour mettre la pression sur les candidates et candidats pour intégrer le pacte pour BC et globalement pour qu'une fois élus, les équipes en place l'appliquent. Donc aussi, quels sont ces moyens d'action concrets pour mettre la pression? Alors, donc le pacte et les sujets qui ne sont pas dedans, notamment donc l'eau, la biodiversité. Oui, alors en fait, l'eau, il y a déjà une mesure qui concerne l'eau, et une fois de plus, comme je disais, le plus important, ce n'est pas les mesures, c'est les actions qu'il y a derrière. Et la biodiversité, en fait, elle y est. On a considéré que c'était une action qui était transversale. C'est comme il n'y a pas d'action climat. Ce sont des nids planétaires sur lesquels il faut agir de manière transversale. Donc il y a tout un tas d'actions qui touchent à la biodiversité, même dans les mesures d'ailleurs. Si on regarde aller vers une alimentation, on n'a pas marqué bio, mais c'est précisé en tout cas aller vers l'alimentation bio, sanctuariser les terres et arrêter d'artificialiser. La première cause de destruction de la biodiversité, c'est la destruction des habitats. Donc la première manière de faire, c'est déjà d'arrêter de détruire les habitats en artificialisant. Il y a des choses sur les PLUI, sur les trames vertes et bleues, c'est des termes techniques, ça, mais il y a des choses qui sont présentes. Là, je vous invite vraiment, ou la personne qui a posé la question, à aller consulter la version sur le site. Vous avez les deux, vous avez la version le A4 grand public, et le plus intéressant, c'est plus long, mais c'est là où vous avez les éléments, c'est les actions qui sont là-dedans. Il y a des éléments et sur la gestion intégrée, il me semble qu'il y a aussi, je ne sais plus là, ça c'était en mai, il y a eu le bilan entre-temps, j'ai plus en tête tous les trucs, mais voilà. Et sachant que là, c'est comme une fois, c'est la version provisoire, il y aura une version définitive, j'espère fin octobre, où on prendra en compte les retours qui nous ont été faits. On a déjà des retours, mais il faut qu'on les intègre et qu'on fasse une version enrichie. Et alors, donc la deuxième question, c'était sur les moyens d'action concrets. Et alors peut-être que Laura ou Anthony, vous pourrez préciser ce qu'a prévu BC, mais aussi, moi je me dis, ce qui est intéressant, peut-être aussi Anne Bringot, c'est l'action politique, elle reste quand même vachement associée dans l'imaginaire à l'action du gouvernement au niveau hexagonal. Alors nous, avec BC notamment, on fait un gros travail, et ça fait le lien avec une autre question sur plus de souveraineté au niveau local et plus de pouvoir démocratique relocalisé. Mais comment on fait aussi pour faire prendre conscience de la multitude des leviers d'action qui existent au niveau local et pour montrer que même si la situation est compliquée, que ce soit au niveau hexagonal actuellement est très instable ou au niveau européen, c'est tout aussi important de se mobiliser au niveau le plus local. Je vais répondre sur la première partie de la question. Être sentinelle pour sa commune et aller à la rencontre des élus, c'est déjà un bon pas. Se faire connaître et créer du lien et demander des... C'est pas demander des comptes, mais en tout cas... aller vers un échange et que ce soit pas unilatéral en fait. Et en fait, les élus, ils nous le doivent. On les élit et donc il y a un retour nécessaire.
Voilà, donc être sentinelle, c'est à mon sens primordial, mais voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à dire moi, mais Anthony, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Ou Anne? Ouais, vas-y, Anthony. Ouais, nous, ce qu'on essaie de porter à BC avec toute la dynamique des sentinelles écologiques, c'est une conception plus ambitieuse de la démocratie et plus active de la citoyenneté. Et il faut oser, vraiment, et notamment hors temps pendant les moments des élections, ça, tout le monde, on se sent c'est bon, là on a le droit, mais c'est pas qu'à ce moment. Alors évidemment, c'est un moment clé parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le premier facteur d'action, c'est le volontarisme des élus. Donc il faut tout faire pour qu'il soient élus les listes les plus volontaristes. Mais après, une fois qu'elles sont en place, ça ne suffit pas, hein, il faut continuer à suivre et à accompagner, mais aussi aiguillonner, parce que l'accompagnement ne suffit pas, on a essayé au précédent mandat, ça ne marche pas, juste l'accompagnement. Et là, du coup, c'est inciter les élus à se former, inciter les rencontrer dès le début. Enfin, nous, on va mettre en place un nouveau format de campagne qu'on vous détaillera plus tard, hein, mais comme l'a dit Laura, en fait, ce qui est intéressant dans le rôle de sentinelle écologique, c'est la double casquette, à la fois en tant que citoyenne et citoyen de la commune. Il y a cette légitimité qui fait que les élus vous entendent parce que vous êtes des administrés, mais en même temps, vous n'agissez pas tout seul, vous agissez dans le cadre d'un collectif avec la force et l'organisation et la puissance de frappe d'un collectif qui fait que ça fait plus facilement bouger les lignes. Donc on vous invite à... Exactement. Peut-être pour compléter, c'est vrai que c'est un peu coincé là, au niveau européen et au niveau national. Au niveau européen, en ce moment, on est sur des batailles qui peuvent vous paraître un peu lointaines, mais il y a des grandes batailles actuellement sur un objectif que l'Europe doit se fixer pour la baisse de ses émissions de gaz à effet de serre à 2040. Et la France, enfin Emmanuel Macron, parce que pour le coup c'est lui qui est sur ces politiques-là, est en train de freiner, voilà, la France du coup fait partie des pays qui freinent pour un objectif ambitieux, alors qu'on va arriver sur les 10 ans de l'accord de Paris et qu'on va avoir la COP30 à Belém au Brésil bientôt, où du fait de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, bon, avec Trump, vous voyez bien que la politique états-unienne n'est pas tout à fait favorable au climat et défavorable à plein d'autres choses. Mais du coup, il y avait quand même l'idée que l'Union européenne vienne un petit peu pour reprendre le flambeau, être un peu le champion du climat. Bon, là, c'est en train de mal tourner. Alors, on continue à mettre la pression, mais c'est pas terrible. Et au niveau national, voilà, je vous le disais, c'est quand même pas non plus en ce moment d'un dynamisme fou, parce qu'on ne sait pas où on va, les gouvernements succèdent, il ne se passe pas grand-chose, tout est un peu bloqué. On n'a toujours pas, en fait, normalement, on devrait avoir depuis 2023 une feuille de route sur le climat et l'énergie, qui s'appelle Stratégie nationale bas carbone et programmation pluriannuelle de l'énergie. On n'en a toujours pas, en fait, parce que les gouvernements se succèdent et personne ne publie rien. Donc, du coup, l'action locale, elle devient encore plus nécessaire, sachant que les leviers pour agir, ils sont beaucoup au niveau local. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des enjeux pour changer les choses au niveau territorial, sur la mobilité, sur l'alimentation, sur le bâtiment. C'est là où les choses peuvent se faire, parce que c'est là où on est concrètement sur le terrain. Ça ne veut pas dire que tout peut se faire, parce qu'évidemment, si des orientations ne sont pas prises au niveau national, c'est compliqué de tout changer, mais on a quand même des leviers d'action extrêmement importants. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que je vais revenir aux études d'opinion, mais pour les Français, en fait, l'ancrage local, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'une politique de transition écologique qui est décidée à Paris ou à Bruxelles, bon, voilà, on n'a pas forcément confiance. Si on comprend que c'est fait là, localement, que c'est discuté, que c'est vraiment en lien avec mon territoire, la manière dont il est organisé, que ça a été discuté démocratiquement, là, oui, ça va prendre. Et du coup, là, on peut finalement incarner cette transition qui n'est pas difficile, sinon à incarner de manière un peu hors sol si on est à Paris ou à Bruxelles. Et donc, c'est pour ça qu'à tous ces niveaux-là, parce qu'il y a des leviers d'action efficaces, parce que c'est bloqué à d'autres niveaux et parce que, voilà, il y a cette possibilité d'incarner, de rendre concret cette transition. C'est pour ça que c'est hyper important. Alors, j'ai une dernière question. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient en train de noter des questions dans la salle. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à les amener comme ça. On fera ce dernier tour et puis on poursuivra après les échanges autour d'un verre ou d'un truc à grignoter. Donc,
la question, avez-vous envisagé d'intégrer des indicateurs de justice sociale et environnementale dans le prochain pacte ? Par exemple, les pollutions des plus aisés face à la sobriété subie des précaires. Et alors, ça fait peut-être le lien avec un axe qu'on a commencé à réfléchir dans BICI, qui est justement que ce pacte 2026, il intègre davantage encore la question de la justice sociale. Donc, même si, Anne Bringot, vous disiez, il n'y a pas dans les sondages d'opinion publique, il n'y a pas un backlash au niveau de l'opinion des gens, mais par contre, de manière médiatique, c'est très présent et c'est ressassé en boucle, et du coup aussi d'avoir des réponses plus concrètes et plus immédiates, plus faciles à formuler. Donc peut-être, je ne sais pas si Anthony ou Laura, vous voulez apporter des précisions justement sur comment on fait pour intégrer la justice sociale et environnementale. Alors je ne sais pas si c'est des indicateurs ou est-ce que c'est dans le choix des actions aussi ? Ouais. Oui. Bon, à BICI, depuis le départ, on conçoit de manière conjointe la justice sociale et la justice climatique. Pour nous, c'est indissociable. Alors, c'est vrai que dans le pacte de métamorphose écologique, c'était présent de manière implicite. C'est-à-dire, typiquement, on a fait une campagne en 2022 sur les cantines parce que les cantines, le prix est beaucoup plus accessible. La plupart des enfants mangent à la cantine. Et donc, si on fait évoluer l'alimentation, qu'il y a des aliments qui sont bio, locaux, ça bénéficie à l'ensemble, enfin, à la plupart des enfants du Pays Basque. Mais là, du coup, bon, et puis c'est aussi que le pacte de métamorphose écologique, c'était sur une feuille A4. Donc, on ne peut pas être super explicite sur une feuille A4. Et donc c'est quelque chose qu'on a voulu développer, rendre beaucoup plus explicite dans le pacte 2026 et qu'on peut d'autant plus dans la version complète. Pour rester sur l'exemple des cantines, par exemple, on ne va pas regarder simplement juste les actions d'aller vers des menus bio, locaux, issus d'une agriculture paysanne, mais aussi mettre en place une tarification sociale, c'est-à-dire une tarification différenciée qui permettent à toutes les familles, indépendamment de qui prend en compte justement leurs moyens pour que ce soit accessible vraiment à toutes les familles. D'autant qu'il existe, alors j'ai appris il n'y a pas longtemps que je crois qu'il ne va pas être renouvelé, mais il y avait un dispositif qui s'appelait les cantines à 1 €, qui était financé par l'État, et là ça permet, qui est subventionné aussi si les collectivités mettent en place des tarifs avec un tarif qui commence à 1 €. L'État subventionne en partie. Donc en plus, ça pourrait répondre en partie aux questions budgétaires. Donc il y a des outils comme ça qu'on a essayé de regarder le plus possible au niveau des actions concrètes derrière les mesures. Et, bon, juste avant de finir, j'avais envie aussi de vous poser la question, Anne Bringot, parce qu'au niveau du réseau Action Climat, je ne sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression que vous essayez de l'intégrer de plus en plus. Alors, depuis plusieurs années, vous faites partie notamment, je crois, du pacte du pouvoir de vivre avec différentes organisations plus traditionnellement sur la justice sociale. Mais par exemple, récemment aussi, je voyais un rapport sur comment réduire le trafic aérien avec des propositions de mesures concrètes. Il y avait non seulement à quel point c'est un levier pour le climat, mais il y avait aussi, d'un point de vue budgétaire et d'un point de vue justice sociale, est-ce que ça repose sur les plus riches, sur les plus précaires ? Est-ce que c'est quelque chose aussi, vous, sur lequel vous travaillez à mettre de plus en plus en évidence ? Alors oui, on travaille depuis plusieurs années sur la justice sociale. Il faut avoir en tête que le changement pour les personnes les plus vulnérables, le changement climatique, c'est triple peine. D'une part, les plus pauvres, c'est eux qui souffrent le plus des impacts du changement climatique. Quand vous viviez dans un logement mal isolé, l'été, vous avez plus de risques d'avoir un logement surchauffé à cause des canicules. Et c'est le cas, par exemple, dans les quartiers populaires très minéralisés, où il fait extrêmement chaud, et parfois dans les immeubles, il n'y a même pas de volet pour se protéger du soleil. Deuxième peine, s'il y a des politiques de lutte contre le changement climatique qui, par exemple, augmentent le prix des carburants, alors que je le disais, pour les ménages les plus pauvres, c'est 8% de leur budget, et qu'on ne vous aide pas à trouver une alternative, vous êtes punis plus que les plus riches qui, eux, pour eux, c'est 2% de leur budget, ça va faire beaucoup moins mal. Troisième punition, pour les plus pauvres, ils n'ont pas accès aux solutions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à la rénovation performante de leur logement, qui fait qu'après, ils paieraient pourtant moins de factures, ou en tout cas, ils pourraient se chauffer correctement, et où ils ne peuvent pas acheter, par exemple, un petit véhicule électrique ou prendre le train, voilà, parce que c'est trop cher. Donc, c'est vraiment 3 leviers sur lesquels, en tout cas, là, c'est le levier d'accompagnement des ménages les plus vulnérables qu'on a vraiment intégré. Et il y a un autre levier qui est l'emploi. Alors, sur la partie
personnes les plus vulnérables. Nous, notre manière de faire a été aussi travailler avec des associations de lutte contre la précarité. Donc, au sein du réseau Action Climat, par exemple, il y a le Secours catholique. Et donc, ça nous permet, dans nos discussions, quand on construit nos propositions, d'intégrer ces publics précaires et d'avoir des mesures concrètes qui leur permettent d'avoir accès aux solutions. Et voilà, donc on intègre toujours dans nos propositions ces choses-là. Et sur l'emploi, c'est la même chose. On a vraiment des propositions parce que la lutte contre le changement climatique, c'est aussi des changements dans les emplois. Par exemple, on avait travaillé sur les centrales à charbon. Si on ferme des centrales à charbon, il y a des salariés dans les centrales à charbon. Qu'est-ce qu'on fait? Quel accompagnement? Et donc, on avait obtenu une loi, par exemple, pour avoir un accompagnement renforcé pour les salariés des centrales à charbon qui allaient être fermées. Mais on le fait de manière plus globale. On travaille beaucoup avec les syndicats sur le secteur automobile ou sur d'autres secteurs comme la sidérurgie pour voir les impacts sur l'emploi et voir comment accompagner les transitions. Ce qui a changé maintenant, c'est que quand il y a eu la dissolution et la campagne législative, on s'est pris un gros coup sur la tête. Parce qu'on a eu très très peur que l'extrême droite gagne. Franchement, nous, dans l'équipe, tout le monde était en mode panique. Je ne sais pas comment c'était chez vous. Ça a été très très émotionnellement très difficile. Et après, on s'est dit, bon, on se pose en septembre après les élections et on réfléchit. Et là, on a écouté, parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on a raté? Pourquoi l'extrême droite a monté comme ça? Comment nous aussi, on a pu contribuer à ça? Et je pense que c'était important de se poser cette question et de s'ouvrir au fait que peut-être on n'avait pas non plus, qu'on avait peut-être contribué à ça. Et quelque part, on a écouté des sociologues, on a regardé aussi ce qui faisait, comment l'extrême droite montait dans d'autres pays, parce qu'on a un réseau international aussi. Ça nous a amené aussi à se dire que peut-être, nous, on est une association, nos locaux, ils sont à Montreuil, région parisienne, l'équipe est très jeune et on n'est pas très représentatif finalement de la population. On avait intégré la question des publics les plus pauvres en intégrant des associations comme le Secours catholique dont je parlais. On travaille aussi avec la fondation qui s'appelait Abbé Pierre, maintenant c'est pour le logement, défavorisé je crois, son nom. Toujours est-il qu'on avait intégré ces publics-là, mais peut-être qu'on avait oublié les classes moyennes basses, c'est-à-dire des gens qui travaillent mais qui n'ont pas des salaires très élevés, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, et des personnes qui habitent peut-être à la campagne, qui entendent un discours qui peuvent mal percevoir parce qu'ils perçoivent comme, on n'a pas parlé des zones à faible émission, mais qui concernent les métropoles. Et c'est vrai que quand on vit à la campagne, on n'est pas forcément concerné, mais on a pu entendre des choses ou un discours qui est culpabilisant parfois, alors que les gens n'ont pas d'alternative. Et donc, ça nous fait réfléchir aussi sur y compris le contenu de nos propositions, comment nos propositions permettent à pas juste les plus vulnérables, mais ceux qui sont un peu au-dessus, d'avoir accès à ces solutions, etc. Donc de ne pas être mis de côté. Et comment on s'exprime aussi par rapport à la manière de présenter tout ça. Parce que peut-être qu'on a eu parfois un discours qui pouvait être un discours qui pouvait passer pour un discours de sachant qui explique aux gens ce qu'il faut faire. Et clairement, ce n'est pas notre volonté, mais c'était probablement, ça pouvait être perçu comme ça. Donc c'est pour dire que quand on parle de justice sociale, du coup, il y a beaucoup de volets. Et j'aurais tendance à dire que la première chose à faire, c'est d'écouter les personnes concernées et aussi de se faire des alliances avec des structures qui travaillent plus directement avec ces personnes-là pour vraiment se nourrir un peu de leur vie et pouvoir avoir des choses qui répondent vraiment aussi à leurs attentes. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous pour cette table ronde. Un petit mot de conclusion aussi pour vous donner les éléments des prochaines échéances. On a parlé tout à l'heure de moyens d'action concrets pour les prochaines semaines. On vous partage quelques dates rapidement. Donc, Eneco, et puis je ferai la version en français juste après. Lehenik mil esker laguntzaile guziei, lan egin dutenei txostena idazteko eta mahai ingurua antolatzeko. Mil esker
han Brangori Bayonara etortzeagatik. Eta beraz, gaualdi hori, ez da antzi behar, emaitzen edatzearen abia puntua dela. Eta beraz, laguntza beharko dugu eskurria banatzeko, merkatuetan, saltegietan, afisak kolatzeko, banderorak ipintzeko, bilkura publikoak antolatzeko, bilana emateko zaindu ditugun 56 herriko etxei, eta hiler logistikoak ere eta prestakuntza lanak izanen dira ere bai. Beraz, zuen herrian zabaltzeko bilduma sintesia pakete bat eta eskubapera batzuk hartzen aldituzue ateratzean, eta orduan data batzuk, aipatu duzun bezala. Ondoko bilkura publikoak bat izanen da Donibane Garazin azaroaren 14an, beraz ustiar batez, eta izanen da bat ere Lapurdiko hegoaldean, ez da finkatua oraindik Azkainen edo Senpere inguruan, azaro hastapenean. Laster zehaztuko da hori. Eta beraz, errantzuen bezala, solasketa segitzera gomitatzen zaituztegu baso edo plater bat inguruan. Mi esker. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci Anne Bringot d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour être avec nous ce soir. Merci aussi aux dizaines de bénévoles qui ont à la fois rendu possible la publication de ce bilan que vous allez pouvoir lire en détail une fois que ce sera fini, et aussi pour l'organisation de la table ronde ce soir. Donc, ce soir, c'était l'aboutissement de tout ce travail pour mettre en place le bilan, mais c'est aussi le coup d'envoi de cette campagne de diffusion en fait, des résultats, parce que ces résultats, ils auront d'autant plus d'impact qu'ils seront connus largement, qu'ils ne resteront pas dans un tiroir quelque part. Donc on vous invite à nous aider, et vous avez pu vous inscrire sur la feuille pour distribuer le dépliant sur les marchés ou dans les commerces, pour coller des affiches, pour poser des banderoles, organiser des réunions publiques, etc., etc. Il y aura aussi des ateliers logistiques ou diverses tâches moins visibles du grand public si vous voulez participer et sans forcément être vu. Notamment, dès cette semaine, ce samedi, on ira distribuer le bilan aux élus, au conseil communautaire, donc à l'agglomération, ce samedi matin, donc c'est à Bayonne. On sera aussi sur le marché de Bayonne. Et dimanche, donc dimanche 28 septembre, au niveau hexagonal, il y a une grande journée de marche pour le climat qui s'appelle le Climat, Justice et Liberté. Bon, au niveau du Pays Basque, du coup, par rapport à ce calendrier de sortie du bilan, ce qu'on propose, c'est d'organiser une grande journée d'affichage massif et de diffusion des résultats avec les grandes affiches que vous pouvez voir en déco, de poser des banderoles un peu partout pour faire apparaître la question du climat à 6 mois des élections municipales, parce qu'on est à 6 mois quasiment jour pour jour de ces élections-là. Donc on vous invite à participer avec nous dans le coin où vous habitez. N'hésitez pas aussi à repartir directement aujourd'hui avec un paquet soit d'affiches, de synthèses, de dépliants. On en a amené des cartons et des cartons, donc même si vous n'en avez pas beaucoup sur le stand, n'hésitez pas, on a du stock à vous communiquer, et prenez la petite fiche de votre commune. Et il y a 2 réunions publiques qui vont s'organiser aussi, donc une à Saint-Jean-Pied-de-Port, Donibane-Galassi, vendredi 14 novembre, et une deuxième sûrement début novembre en Sud-Labour, du côté d'Asquin ou de Saint-Pé-sur-Nivelle, c'est en cours de calage. Donc n'hésitez pas à suivre aussi les infos de BICI pour voir si vous connaissez des gens qui habitent dans ces secteurs-là. Voilà pour les infos pratiques, je ne fais pas plus long, et du coup on peut poursuivre les échanges, que ce soit au stand ou autour d'une boisson ou d'une assiette à grignoter au buffet. Donc Milesh Kerdeneli, merci à toutes et à tous, et à très bientôt.